Bonsoir le chat. Bonsoir, bonsoir. Comment on se retrouve? Alors donc, ça va faire quasiment une semaine que j'avais pas streamé, je crois. Mais en même temps, j'avais pas eu trop le temps. Voilà. Puis j'avais pas trouvé non plus d'articles intéressants, donc un peu la flemme. Voilà. Mais j'ai trouvé des trucs en, en scrollant sur mon Twitter durant la matinée là. J'ai trouvé deux trois articles intéressants. Bah, je pense que je vais me cantonner à deux parce que déjà, pour ce que j'ai vu, là, genre deux articles, ça dure 2 heures, donc il y a un moment, la limite, voilà. Moi, 2 heures pour moi, ça me convient bien parce que ça commence à être dur après. Je commence à plus réussir à articuler ou plus réussir à prononcer ou gna gna gna. Enfin, bon, bref. Désolé pour la voix, je pense que je parle un peu avec le nez parce que je suis enrhumé. J'ai eu bonne idée d'aller me baigner alors qu'il faisait froid. Enfin, baigner. Je suis resté genre 3 4 minutes à tout péter, mais ça m'a suffi pour choper un rhume. Donc voilà, j'ai voulu faire le malin, mais voilà, je suis tombé dans le ravin. Donc, donc on se retrouve pour cet article que je voulais absolument lire. J'ai pas encore eu le temps de le lire du tout, donc ça va être la découverte pour moi aussi. Mais de ce que j'ai compris, ça va parler genre comment les objets techniques ouais, s'implantent ou disparaissent, etc. Donc, du coup là, oui, du coup nous sommes sur le site, sur le blog Mais où va le web, toujours très intéressant. Je me souviens plus du nom du type, donc on va aller voir ça. Hop, c'est où? Voilà. Irénée Regnault, voilà. Je vais finir par le connaître par cœur, ce type. Bon, j'ai déjà été voir sa fiche Wikipédia et bon, on voit à peu près qui c'est. Et c'est tout récent parce que ça date du 11 octobre 2021. Et donc ça va parler de sciences et techniques. Mais c'est toujours très intéressant. Enfin moi en tout cas, c'est le genre de sujet qui m'intéresse toujours beaucoup en fait. Donc voilà, bon, trêve de blabla, laissons parler la connaissance. Donc, de l'extinction des objets techniques. C'est parti. Alors, que nous disent les objets disparus du monde dans lequel nous vivons? Dans un passionnant article sur Places, Barbara Penner et Adrien Forti, professeurs d'architecture à la Bartlett School, UCL, s'interrogent sur les processus par lesquels certaines technologies sont amenées à disparaître ou à s'éteindre. Faut-il d'ailleurs parler d'extinction, un terme emprunté aux théories de la sélection naturelle, et qui laisse penser que les techniques évolueraient à la manière des êtres vivants? Comme nous l'expliquent les chercheurs, les techniques ne progressent pas ainsi et ne s'éteignent jamais vraiment. Même dépassées, elles nous racontent d'anciens choix et non-choix, tout en continuant à marquer le présent. Et ouais. Bon, je pense que ouais, naissance du darwinisme technique, je pense qu'il va nous parler enfin, voilà, déterminisme technique, etc. Et oui, et effectivement, là, comme il raconte, euh, le fait que ça s'éteint, qu'une technique ne s'éteint jamais vraiment, bah, l'exemple c'était genre, par exemple, la télé va complètement, je sais pas moi, tuer, enfin, Internet va aller complètement tuer la télévision. Bah, le fait est que non. Non, non, c'est tout. Enfin, la télévision, même si c'est peut-être une sorte de doxa ambiante, comme quoi ça va disparaître, tata, que les jeunes ne vont plus regarder la téloche, etc. Bah, c'est faux en fait. Non seulement, en plus, non seulement elle est toujours bien présente, elle fait toujours des grosses audiences, et en plus, elle arrive toujours. Bah, elle est sur Internet en fait, tout simplement, hein. Sur YouTube, je pense que parmi les plus grosses chaînes sur YouTube, bah, on a des rediffusions de, je sais pas moi, de TPMP, des trucs comme ça. Enfin, donc voilà. Alors, table matière, naissance du. Bon, on va prendre au fur et à mesure. Donc, première, première partie. Naissance du darwinisme technique. Ah, quelle belle expression. Le monde est truffé d'objets disparus qui parfois eurent leurs heures de gloire, avant de s'effacer. On les désigne alors en parlant d'obsolescence ou d'extinction, comme si tout objet sorti de la circulation avait subi une forme de sélection naturelle, jusqu'à se faire remplacer par un autre objet plus performant, mieux adapté. Cette lecture évolutionniste, darwinienne, du progrès technique charrie une idée. La technique irait nécessairement vers plus de perfection. Dans ce modèle, le design des objets, comme la nature, est une machine à optimiser et à aller de l'avant, écrivent les auteurs. Dit autrement, les meilleurs objets subsisteraient, les moins pratiques, non. Ouais, voilà, c'est genre les plus adaptés survivent, quoi. Genre comme.
comme dans la mission de Darwin de l'évolution. Cette lecture des modalités de sélection des techniques, tournée vers le futur, affecte notre capacité à comprendre les raisons pour lesquelles une technique n'a justement pas été sélectionnée. Tout objet contient une projection du futur, une anticipation sur des manières d'être relié au monde. Tout objet abandonné est donc une route qui n'a pas été prise, un futur possible laissé de côté, et ce pour des raisons en réalité très diverses. Et s'y intéresser est crucial, car les récits technologiques du présent sont si centrés sur l'innovation qu'ils ne prêtent pas attention à toutes ces voies non prises qui pourtant sont si riches d'enseignements. Ces mêmes récits adulent la nouveauté et négligent les conflits, les accidents, les destructions et les mauvais fonctionnements qui sont pourtant constitutifs du processus de putain, j'arrive déjà plus à parler, c'est bravo. Et les mauvais fonctionnements qui sont pourtant constitutifs du processus de modernisation industrielle. En 1859, par exemple, alors que Darwin publie L'origine des espèces, 8 ans avant l'exposition universelle de Londres, les dessous de l'industrie sont déjà bien identifiés. Il est déjà évident que les prouesses techniques de l'époque produisent de considérables dégâts sociaux et environnementaux. Ouais, bah genre on est en pleine... j'avais vu Ruffin parler de ça. Genre, en gros, on est en pleine... oh zut, comment ça s'appelle, révolution industrielle. Genre, l'industrie commence à se machiniser, on va dire, les machines, etc. Et finalement, au lieu d'émanciper les humains, bah, finalement, ça n'a jamais rien d'autre fait que aliéner les enfants. C'est-à-dire que bah, les usines, bah, les enfants, ils ont moins de force, etc. Et avec les machines, eh ben, ça permettait de pallier cette limite. Et du coup, en fait, tout ce que ça a apporté au début, c'était juste bah, le travail des enfants, quoi. Encore plus. Encore plus. Voilà. J'en étais où? Environnementaux. Les usines et les phénomènes d'urbanisation génèrent des nuisances visibles et perceptibles dans les rues des grandes villes. Ah oui, parce que genre, je crois que c'était à Londres, genre il y avait tous les quartiers populaires, euh, où vivaient les ouvriers. Enfin, c'était une décharge, en plus avec toutes les fumées de charbon et tout qui venaient. Enfin, c'était genre une sorte de fumée constante. Enfin bon, bref, c'était dégueulasse, c'était invivable. Et je pense qu'il devait y avoir énormément de maladies liées à cette pollution, quoi. Voilà, visible et perceptible dans les rues des grandes villes. Or, invoqué Darwin, comme l'écrit l'historien Lewis Mumford dans Technique et civilisation. Ah, Lewis Mumford, très intéressant ce mec. J'avais lu un article de lui, c'était en anglais. Bon, je ne lirai pas, mais on va aller voir vite fait. Juste pour me remettre dans le jus. Ah zut, il écrit quoi déjà? Mince. Voilà, historien américain spécialisé dans l'histoire de la technologie et de la science ainsi que dans l'histoire de l'urbanisme. Déjà. Attendez, on va aller voir vite fait dans mes trucs. Alors, c'était où? Recherche. Sujet de recherche. Technologie société, je crois. Paf, pif, pouf. Oh, ça va me faire mentir. Zotero, Zoo. Non. Laissez-moi tranquille. J'avais utilisé ça pour un travail là l'année dernière. Ouais, c'était genre. Tac. Ouais, bon, bref, on va voir ce qu'ils nous en disent. On verra ça plus tard. Or, invoquer Darwin, comme l'écrit l'historien Lewis Mumford dans Technique et civilisation, permet alors de justifier ces nuisances. La fonction de la théorie évolutionniste appliquée à la société industrielle ne consiste pas à expliquer le changement technique, mais à normaliser les inégalités produites par le capitalisme. Ouais, en gros, c'est genre naturaliser le truc, quoi. Genre, on adopte une technique parce que elle s'est naturellement imposée, alors que j'imagine que derrière, il y a eu genre des processus sociaux qui sont mis en place et des choix politiques. Mais comme ces évolutions techniques apportent également d'indéniables bienfaits, les résistances qui s'y opposent sont présentées comme des hérésies. Ouais, genre, bah, c'est un peu le discours de Macron, genre sur la 5G. C'est quoi, genre soit on prend le train en marche, soit on arrive au temps des Amish, quoi. Donc, ouais, c'est une sorte d'injonction à aller toujours vers plus de progrès, quoi. Genre en mode, ah, vous refaisez progrès, vous êtes des, vous êtes des pécores qui sortaient du Moyen-Âge, quoi. Bon, bref. Ok, donc ça c'était la partie naissance du darwinisme technique. Donc cette injonction
à suivre le progrès parce que forcément c'est toujours positif, etc. Même s'il y a même s'il y a de gros défauts. Ok. Illégitime résistance contre le progrès. Donc là, ça va être toute la partie, les arguments, enfin comment on dévalorise les résistances au progrès, quoi. Au progrès. Ainsi, le philosophe Denis Diderot, persuadé que les inventions mécaniques impliquaient le bien-être général, restait sceptique devant ceux qui s'opposaient au progrès et qui, selon lui, refusaient de se fier au pouvoir de leur propre esprit, pouvoir de créer ces machines qui allaient nécessairement les rendre plus heureux, eux et leurs enfants. Et cela quand bien même la foi dans le progrès et l'âge de la vapeur allait rendre obsolètes de nombreux savoir-faire, du tissage à la fabrication du savon. Pour Barbara Penner et Adrien Forty, au mi-temps du XIXe siècle, l'ingénierie de l'époque victorienne, ce que le philosophe appelle les arts mécaniques, dépeint le progrès technologique comme une force autonome, irrésistible et positive. Ouais, donc là on est vraiment dans le déterminisme technique, quoi. C'est la technique qui est une sorte de bulle au-dessus de la société et c'est elle qui insuffle tous les changements, quoi. Genre, voilà. Et que du coup ça nie complètement toute la dimension politique et sociale et du contexte historique, etc., quoi. Dans son ouvrage Mechanization Takes Command, en 1948, l'historien Siegfried Giedion revient à cette définition darwinienne du progrès technique. Il cite comme exemple le lavabo qui, progressivement, perd ses ornements au profit de matériaux rendus disponibles en masse par l'industrie, l'émail et la faïence. Ainsi, explique-t-il, le lavabo finit par atteindre sa forme naturelle. Ouais. Genre, la technique s'est stabilisée et en gros, on naturalise, quoi. Pour Gidion, l'industrie est donc comparable à un processus naturel, fruit de choix impersonnels et aussi anonymes que l'histoire elle-même. L'idée d'un progrès technique naturel ne convainc évidemment pas tout le monde. Alors que l'Occident entre dans la consommation de masse dans le premier tiers du XXe siècle et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux mouvements contre-culturels amorcent une critique à la fois sociale et écologique des modes de production capitalistes. C'est à cette époque que l'on voit apparaître des mouvements comme celui des technologies appropriées, souvent attribués à l'économiste Schumacher et à son ouvrage Small is Beautiful, publié en 1973. Les technologies appropriées prennent le contre-pied de l'industrie. Elles sont décentralisées, à forte utilisation de main-d'œuvre, économes en énergie, respectueuses de l'environnement et localement contrôlées. Ouais, ok, très bien. Ouais, en gros, c'est euh, la technique au service de la population, quoi. Ils ont le contrôle là-dessus et c'est pas imposé d'en haut, quoi. Les technologies appropriées restent cependant pleines de lacunes. Comme l'énonce Jackie Brown et Philip Mesley dans Real Life, elles conservent implicitement le biais de la supériorité occidentale, passant outre les raisons pour lesquelles des technologies sont utiles en première instance. C'est pourquoi il s'interroge sur l'intérêt d'ouvrir les questions sociales à partir des questions technologiques. Les technologies appropriées, sans lunettes politiques, peuvent aussi juste conduire à une autre forme de solutionnisme technocratique. Ouais, donc si on ne les pense pas politiquement, ces technologies, finalement, on reste dans le déterminisme social, quoi. Déterminisme technologique, pardon. Elles s'imposent d'elles-mêmes, etc. En tout état de cause, ce mouvement des technologies appropriées, malgré ses défauts, vient tout de même remettre en cause les présupposés évolutionnistes du progrès technique. Barbara Penner et Adrien Forty citent également les théoriciens de l'acteur réseau qui, de leur côté, abordent les interconnexions ignorées entre humains et non humains, pourtant consubstantielles au processus d'innovation. En un mot, ils démontrent que le darwinisme technique a été, en théorie au moins, largement contesté tant par la pratique que dans le monde des idées. Ah, la théorie de l'acteur réseau, ça c'est Calon et je sais plus le nom du gars. Théorie acteur réseau. Je crois que c'est des Français en plus. Cocorico. Acteur réseau. Ah, ils sont deux, c'est Calon et. Oh zut, j'ai oublié. En plus, je les suis sur Twitter. C'est des gens encore vivants, hein. Michel Calon et Bruno Latour. Voilà, Michel Calon et Bruno Latour. Et en gros, c'est l'idée que tout est interconnecté. J'avais eu un cours là-dessus, pour citer Monsieur Saint-Louis. En gros, il nous avait donné l'exemple de la production d'huîtres. Et en gros, selon la théorie de l'acteur réseau, et ben, que ce soit des acteurs humains ou non humains, tout le monde est à la même et tout le monde est à pied d'égalité
Parce que si on enlève juste un élément, et ben la production n'est plus possible. Du coup, bah, le bateau, par exemple, le bateau pour aller en mer, la main-d'œuvre, les locaux, les personnes qui ont construit le locaux, etc. Si on enlève un actant, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un actant, et ben finalement tout le système tombe par terre, quoi. Et on ne peut plus ramasser les huîtres. Mais bon, après on peut faire ça avec tout et n'importe quoi. Genre pour le stream, bah, j'ai besoin du coup d'un ordinateur, d'un micro, besoin de moi, besoin de vous si vous êtes là. Vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Il y a besoin bah, de mon bureau, et du coup il y a besoin aussi de tous ceux qui construisent tout ça, etc. Et donc tout est interrelié. En gros, c'est ça la théorie de l'acteur réseau. Donc voilà. En un mot, il démontre que le darwinisme technique a été, en théorie au moins, largement contesté tant par la pratique que dans le monde des idées. Il est ardu de trouver des technologies qui se sont vraiment éteintes. Ah, ah, ah. Malgré cela, force est de constater que ces théories évolutionnistes persistent. À l'heure de l'intelligence artificielle et des robots, nous vivons dans un monde d'upgrade continuel. Les auteurs avancent une explication à cette endurance. La manière dont les brevets sont enregistrés. Ah, ok, bah très bien. Euh, Expliquez-moi ça, monsieur Irini Regnault. Ceci doit faire mention d'un état antérieur de la technique, prior art, renforçant ainsi l'idée d'une chaîne de l'innovation continuelle et graduelle. Ceci doit faire mention d'un état antérieur de la technique, renforçant ainsi l'idée d'une chaîne. Ah oui, en gros, genre, bah oui, du coup, il y avait le brevet, puis enfin, ça fait une sorte d'historique, quoi, genre on améliore de plus en plus, quoi. Genre avant, il y avait ci, puis après, il y a eu ça, puis après, il y a eu ça, et puis après, etc. Dans un truc très chronologique et très. Enfin, dans une direction, quoi. Dans son ouvrage The Shock of the Old, Technology and Global History since 1900, bref, voilà. L'historien David Egerton démolit ce récit d'une innovation, ah voilà, c'est le mot que je cherchais, d'une innovation linéaire. Pour ce faire, il invite à repenser les chronologies technologiques en se plaçant non du côté des objets, mais de leurs utilisateurs. Et c'est là où on amène le social, genre un peu le déterminisme social. Aussi, sa liste des innovations les plus importantes a peu en commun avec ce qui est couramment présenté dans la presse tech. Les nombreux articles à propos des 10 technologies ayant changé le monde, comme ici ou là, font la part belle à la blockchain. Ah bah, qu'est-ce qui a changé le monde? Qu'est-ce qu'il propose? Ah oui, entrepreneur.com. Ah bah oui, Startup Nation, ça. Terminator direct. Les assistants vocaux. Crisp, je sais pas. Les assistants robots. Gna gna gna. Ok. Fort bien, c'est en anglais, je comprends pas. Ici ou là, font la part belle à la blockchain ou aux assistants vocaux. L'historien de son côté, je sais, la blockchain, j'ai jamais compris ce que c'était. J'ai jamais compris ce que c'était. Faudrait que j'aille me renseigner, mais j'ai toujours eu la flemme. L'historien de son côté évoque plutôt le préservatif, le rouet, la tronçonneuse, le pouce-pouce ou la liquéfaction du charbon. On, on pourrait ajouter la machine à laver à diviser par 6 ou presque le temps nécessaire pour laver 17 kilos de linge, et ouais, sans pour autant redistribuer les tâches entre hommes et femmes. Ah ah. Oui, bah ça c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment des trucs. Bon, le rouet, je pense qu'aujourd'hui plus personne l'utilise. Mais c'est vrai qu'en prenant des exemples comme ça très terre à terre finalement, où le commun des mortels peut les utiliser, finalement ça rend le truc plus tangible quoi. Plus tangible. Et oui, oui, et ça c'est intéressant là, le fait que la machine à laver a peut-être divisé par 6 le temps nécessaire pour laver le linge. Du coup ça libère du temps, enfin ça facilite la tâche, mais pourtant ça reste quand même les femmes pendant toute une période, et peut-être je pense encore aujourd'hui, qui s'attellent à cette tâche-là, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc intéressant. Edgerton ajoute que souvent d'anciennes technologies survivent car elles restent disponibles à de nombreux endroits pour des prix bas et sont faciles à opérer. En fait, il est ardu de trouver des technologies qui se sont vraiment complètement éteintes. On en retrouve bien plusieurs centaines dans le Dead Media Project de Bruce Sterling, une compilation de technologies de communication obsolètes et oubliées, parfois présenté comme un livre relatant les échecs des médias, parlant des médias effondrés, des médias étranglés, alimentés par des volontaires appelés nécronautes. Mais cela ne saurait complètement nous convaincre, car dans de nombreux cas, les technologies et innovations disparues sont en fait dormantes. Elles attendent d'être réveillées à la faveur d'évolutions sociales, comme le QR code avec la Covid-19. Ah ça peut être marrant ça.
Dead Media Project. Qu'est-ce qui a été mis? Bah, je pense qu'il y a eu le télégraphe. Waouh! Ok, ça c'est vieux. Euh, Punaise. Oh, on est internet. Bienvenue dans l'internet des années 90 ou début 2000. Bon, on va voir ça. Ah, ouais, c'est plus fonctionnel. Bon, très bien. Bon, j'imagine que si c'est du côté des communications, ouais, il doit y avoir le télégraphe, les premiers téléphones aussi, peut-être, si on rentre là-dedans. Genre, voilà. D'autres technologies subsistent sous forme skeuomorphique. Alors là, s'il y en a qui savent ça, expliquez-moi. Skeuomorphique. Qu'est-ce que ça veut dire ce bazar? Skeuomorphisme. Est un terme formé à partir du grec skeos, l'équipement militaire, mais aussi le costume, l'ornement, la décoration, et définissant un élément de design dont la forme n'est pas directement liée à la fonction, mais qui reproduit de manière ornementale un élément qui était nécessaire dans l'objet d'origine. Plus précisément, il peut être défini comme un élément de design ou une structure qui ne sert aucun but dans l'objet formé à partir du nouveau matériau, mais qui était essentiel dans l'objet fait à partir du matériau original. En gros, c'est une sorte de continuité. Genre, on retrouve le design de technologie antérieure dans une technique actuelle. Et donc, ça fait une sorte d'historique. Mais genre, ça sert à rien, mais j'imagine que c'est pour que nous puissions avoir une certaine référence, quoi, qu'on ne soit pas complètement paumé, quoi, j'imagine. Bon, j'en étais où? Skeuomorphisme. D'autres technologies subsistent sous forme skeuomorphique, comme les icônes dossiers ou mails des ordinateurs. Ah bah oui, tout simplement, bah bien sûr. Et dans les mails, le champ CC référence au papier carbone. Ou le pictogramme en forme de disquette des traitements de texte pour la fonction d'enregistrement. Anecdotique- Anecdotiquement, 2019, en 2019, j'imagine, il a oublié un mot, un japonais se demandait sur Twitter pourquoi la fonction sauvegarde d'Excel était symbolisée par un distributeur automatique. Le distributeur automatique étant en réalité une disquette, un objet que l'auteur du tweet ne connaissait pas, grand bien lui fasse. Le problème de ces icônes qui vieillissent n'est pas nouveau et a conduit notamment la suite LibreOffice à ne plus utiliser la disquette pour suggérer l'enregistrement d'un document. Dans un autre registre, explique Edgerton, les technologies perdurent en ce qu'elles modifient l'environnement. L'atmosphère contient les traces et les marques de leur passage. D'autres objets sont conservés au titre de pièces de collection et finalement assez peu d'entre eux disparaissent à cause d'événements catastrophiques, à la manière du Concorde qui certes s'est écrasé, mais demeurait pour l'historien Jean-Baptiste Frésos un désastre économique annoncé. Ok, donc là, donc en gros, soit donc des technologies ne disparaissent jamais vraiment, c'est-à-dire que soit on les garde en mode collection, donc finalement elles sont toujours là et on peut toujours les voir, et j'imagine qu'on peut toujours les utiliser si on, si on se donne la peine de les rendre encore opérationnels, ou alors subsiste sous un truc plus symbolique, quoi, genre sous le skeu, je sais pas si ça se dit skeuomorphique ou skeuomorphique, ou en gros, ouais voilà. Donc les technologies continuent d'exister sous différentes formes finalement. Quand les objets s'éteignent vraiment. Plus qu'elles ne sont brutalement mises hors service, les innovations sont remplacées par d'autres objets supposément plus performants. Mais cette notion de remplacement n'est pas tout à fait exacte. Bien souvent, un nouvel objet ne fait pas que remplacer un ancien, il apporte des fonctions supplémentaires, répond différemment à d'anciens besoins. Ainsi en va-t-il du smartphone qui remplace le Polaroid, ou de la mise en rebut du clapper, un système d'allumage des lumières par claquement dans les mains, remplacé par Siri ou Alexa, des systèmes qui permettent mille autres usages. Excusez-moi, je vais être obligé de me moucher parce que là mon nez est bien plein. Les aléas du live, que voulez-vous? Bim. Hop. En outre, ouais, ça me fait penser aussi, genre par exemple au cinéma. Genre j'avais eu un cours d'histoire du cinéma et en fait on avait vu que au tout début de l'arrivée bah, de l'objet technique de la caméra, quoi. Bah, les premiers trucs qui étaient filmés, ben c'était pas complètement innovant, c'était juste reprendre, je sais pas, c'était des pièces de théâtre qui étaient filmées ou des tours de magie ou des machins comme ça, quoi. Enfin des trucs qui existaient déjà avant et qui étaient utilisés avec cette nouvelle technologie, avec cette nouvelle technique.
En outre, ces abandons progressifs ne signent pas seulement la disparition relative d'objets, ils bousculent leurs équilibres humains, les réseaux de compétences et d'habitudes qui y étaient liés. Quand un objet disparaît, c'est possiblement un secteur qui est sommé de se reconfigurer avec plus ou moins de violence sociale. Cela contribue à expliquer pourquoi certaines innovations sont parfois mal vécues, voire rejetées, et c'est pourquoi certains designers industriels insistent pour que les nouveaux produits soient infusés d'éléments d'anciens produits pour être acceptés. Ah ouais, oui voilà, c'est genre pour que... Parce que nous, on n'aime pas être bousculé dans nos habitudes. On a beau dire, une fois qu'on a pris le pli, sur un truc, enfin... oui, mince, je lisais un truc là-dessus. La mémoire de l'oubli, c'était par rapport aux écrits d'écran. Et en mode, genre, c'est tout ce qu'on a. Et en gros, la mémoire de l'oubli, c'est tout ce qu'on a intériorisé, qui est pas naturel, tu vois, mais qu'on comprend que c'est naturel. Genre, je sais pas, par exemple, là, la barre pour scroller à droite, c'est un truc, bah, on n'y fait plus gaffe, mais c'est pas naturel, c'est-à-dire qu'on a dû apprendre que ça servait à descendre plus bas dans la page. Et il y a mille autres exemples là-dessus. Et ouais, on avait, dans un cours, là, il y avait l'histoire des petites formes. C'est-à-dire, je sais pas moi, le like, qui est une petite forme, sur les étoiles pour noter des trucs. Enfin, tout ça, c'est des trucs auxquels on pense plus, qu'on prend comme acquis, alors que c'est pas du tout naturel. Et du coup, ça rentre dans ce truc de mémoire de l'oubli. On n'y pense plus. Et du coup, bah, si ça casse nos habitudes, et ben on est un peu paumé. D'où l'intérêt de prendre d'anciennes fonctionnalités, enfin d'anciens usages, d'anciens designs, pour avoir une sorte de continuité, quoi, et qu'on les accepte mieux, qu'on les rejette pas. Ainsi, la fin de la VHS, des appareils photo argentiques ou des Google Glass témoigne de cette complexité. Ces objets n'ont en réalité pas complètement disparu. Les appareils photo argentiques anciens ou restaurés se vendent bien, les magnétoscopes également. Ces vieux objets nous rendent même nostalgiques ou technostalgiques. Pardon. Ils déclenchent des phénomènes de réminiscence, nous ramènent à un passé authentique, sympathique. Il n'est pas exclu oh, des fois, il se chie un peu, genre au niveau des mots. Bah après, peut-être qu'il a autre chose à foutre aussi, je sais pas. Il n'est pas exclu que certains d'entre eux reviennent sous d'autres formes, tout comme il n'est pas exclu que d'autres innovations en avance sur leur temps, comme les puces sous-cutanées par exemple, faute d'infrastructures pouvant les supporter, finissent par s'infiltrer dans nos vies. Oui, bah, par exemple, histoire du télégraphe. Avant que genre le télégraphe de Chappe, là, comme je parlais de la dernière fois, genre avec les signes et tout ça, ou que le télégraphe électrique apparaisse, bah il y a plein d'inventeurs avant qui avaient enfin, qui les a. Il y avait déjà ce système-là qui était apparu en fait. Mais c'est juste qu'à l'époque, ils en avaient pas le besoin, ils n'avaient pas vu l'utilité du truc. Enfin, ça, dans le contexte historique et social enfin, de cette époque-là, ça n'avait pas d'utilité. Du coup, bah pourquoi le prendre? Et du coup, ça, pareil pour les puces, quoi, finalement. Même si là, il parle du côté plus infrastructure plutôt que social. Voilà. Comme vu précédemment avec le skeuomorphisme en matière technologique, l'ancien et le nouveau ne sont d'ailleurs pas nécessairement des notions pertinentes. Si les auteurs citent un certain nombre de techniques abandonnées, comme le mur trombe, un système de chauffage solaire passif marginalisé comme le photovoltaïque, ou la Conv Aircar, une voiture volante pourtant conçue de manière à ressembler à une voiture classique, les techniques évoluent en réalité suivant des temporalités irrégulières, remettant en cause l'idée même d'une accélération homogène et linéaire. Ok. Donc l'innovation, ça fait comme ça, tu vois. Ça fait pas. C'est pas linéaire, c'est en creux, machin, tout ça. Bon, c'est quoi la Conv Aircar? Ah, c'est le truc du début. Bah ouais, ça type. Ça, c'est. Franchement, ça a la classe, hein. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir faire un tour dans ce truc-là. C'est vraiment très rigolo. Et d'ailleurs, enfin ça me fait penser, genre juste l'expression là, capable de tout mais bon à rien. J'imagine que elle est capable de rouler sur la route, mais avec les ailes et la gouverne et le fuselage qu'il y a là sur au-dessus, bah ça doit pas être une bonne voiture. Et pareil avec le fait d'avoir les ailes machin, mais d'avoir la voiture en dessous, bah ça doit pas être un bon avion, tu vois. Donc finalement, ouais, c'est ni une bonne voiture ni un bon avion. Voilà, voilà, homogène et linéaire.
L'histoire de l'énergie, par exemple, regorge de techniques oubliées comme le démontrent Éric Dussert, Cédric Carl, Thomas Ortiz et dans leur ouvrage Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques. Chastel ou Castel, 2018. Les auteurs y exhument de nombreuses innovations des temps anciens, des semelles chauffantes aux chauffe-eau solaires, vendues par milliers dans les années 1950 aux USA. Ils y montrent aussi comment certaines technologies sont remises au goût du jour suivant un schéma temporel irrégulier. Ainsi, les moteurs à hydrogène, imaginés en 1804, reviennent à la mode en ce début du XXIe siècle, tout comme les moulins à vent réapparus sous forme d'éoliennes. Ouais, bah tout à fait. Bah, c'est marrant, à Chambéry, j'ai vu qu'il y avait, je crois, on va aller vérifier tout de suite, mais je crois qu'il y avait des genres de sortes de vélos à propulsion à hydrogène. J'avais vu une affiche là-dessus, si ça se trouve, c'est complètement abandonné, mais j'ai cru voir ça. Vélo. J'espère que j'ai pas trouvé une voie de canard là avec mon nez bouché. C'est trop chiant, et en plus ça gratouille dans le fond de la gorge là. Enfin bon, bref. Voilà, à Chambéry Technologue, des vélos à hydrogène rechargés par. Groupe Ecomédia, ok. Grand Chambéry expérimente une flotte de 15 vélos à hydrogène et une borne de recharge alimentée par route solaire dans le cadre du plan Zéro Émission Vallée. Donc voilà, effectivement, l'hydrogène revient à la mode. Et notamment dans les voitures aussi. Hein. Moi, j'ai donné l'exemple des vélos parce que j'ai vu ça à Chambéry. Mais les voitures, ça en parle beaucoup aussi. Mais ça pose toute la question de la production d'hydrogène finalement. Les véritables coupures dans l'innovation, expliquent Barbara Penner et Adrien Forti, sont en fait souvent liées à des interventions politiques ou légales. Ah, revoilà le social. Celles-ci conduisent parfois à l'éradication pure et simple d'un objet ou à la limitation de son champ d'application. Il peut également s'agir de promouvoir une technologie plutôt qu'une autre. Les raisons de ces choix peuvent être politiques, morales, environnementales, économiques et surtout sociales. Les auteurs omettent peut-être de dire que si les gouvernements agissent, c'est souvent pour répondre aux pressions populaires et aux mouvements sociaux. Donc voilà, c'est pas juste une sorte d'évolution technique qui est genre hors de la société, quoi, genre une sorte de bulle qui n'a aucun lien avec la société, mais il y a de multiples biais qui l'influencent finalement. Le cas de l'appropriation des armes de style européen, et notamment les armes à feu, comme le pistolet, par le Japon est à ce titre éclairant. Comme l'explique l'historienne Susan Lindy, certains de ces objets furent introduits dans l'armée en 1543, puis bannis de l'arsenal militaire à la fin du XVIe siècle. Dans son livre Giving Up the Gun, Noël Perrin donne les raisons de cet abandon. Leur coût social est trop élevé. Ces armes ne correspondent pas aux objectifs de l'État ni à l'ordre social souhaité. Dès lors, rapporte Susan Lindy, l'élimination du pistolet s'inscrivait dans l'idée plus large de se débarrasser des technologies et des idées étrangères, comme par exemple le christianisme. Barbara Penner et Adrien Forti citent également les cendriers publics, retirés pour des raisons de santé, ou des lampes à incandescence, progressivement abandonnées pour des raisons économiques et écologiques. C'est quoi des lampes à incandescence? Ah, notre ami Wikipédia. Vers la fin, il n'y a pas une image? Ah, ah, ok. Ok, bah c'est quoi du coup? Pareil. Ouah, moi je suis pas ingénieur, donc on va faire totalement confiance. Ouais, pas d'ingénieur dans le chat. En même temps, il n'y a personne. Ok, très bien. Un truc à incandescence. Nanana. On pourrait également mentionner l'arrêt des mines antipersonnelles signé par 133 pays en 1992. Où, sont toujours utilisées, je pense, non? Il y a toujours des mines, enfin des mines utilisées. Ah ouais, ah là là, premier fan, premier fan. Du coup, tu vas pouvoir m'expliquer c'est quoi les lampes à incandescence, non? Je pense que ça c'est ton rayon. Ouais, bon, on saura pas trop ce que c'est, tant pis. Ok, donc, j'en étais où? Voilà. On pourrait également mentionner, on va voir combien de temps tu vas rester. De toute façon, c'est quasiment la fin là. On pourrait également mentionner l'arrêt des mines antipersonnelles signé par 133 pays en 1992.
Plus récemment, l'interdiction des crypto-monnaies en Chine au profit d'un yuan digital, ou encore la limitation légale du temps pouvant être passé sur le réseau social TikTok, témoignent de la capacité d'une puissance publique à poser des limites à certaines innovations. Enfin, il y a les objets qui posent des problèmes de sécurité, comme les voitures à 3 roues pour les personnes handicapées, officiellement interdites en 2003. Lampe qui s'allume avec la chaleur. Eh ben écoute, on se couchera moins bête ce soir. Ouais, et puis il y a aussi la Chine, c'est pas juste TikTok, machin, c'était aussi avec les jeux vidéo où ils voulaient limiter genre que le week-end pour les personnes qui voulaient jouer et genre une heure ou deux sur un certain créneau, enfin bref. Voilà. Pour finir, lorsque des aménagements ou interdictions proviennent de la législation, expliquent Barbara Penner et Adrien Forti, alors ils se justifient a posteriori au nom du bien commun et ces mêmes interdictions deviennent alors source de progrès. À la fin des fins, terminent les auteurs, chaque objet qui s'éteint incarne une vision du futur, une vision qui, même lorsqu'un objet a disparu, reste disponible de multiples façons. De quoi, de quoi remettre en question l'idée d'une évolution technologique unidirectionnelle. Les technologies du futur sont peut-être celles du passé. Ok, bah parfait. Un article très intéressant s'il en est. Donc finalement, pour résumer, c'est quoi? C'est finalement, les technologies ne s'imposent pas d'une manière linéaire. Genre, on a un truc genre qui fonctionne bien, puis jusqu'à un certain moment, on va innover et genre ça va le rendre encore meilleur, etc. C'est plus en dents de scie. Voilà, il y a des trucs qui vont disparaître, puis après revenir, etc. Euh, et donc, finalement, il y a des traces partout d'anciennes technologies, donc soit on les garde de manière en collection, quoi, genre dans les musées, etc. Donc, elles n'ont pas disparu. Bon, elles ne sont pas utilisées, mais elles n'ont pas disparu. Et en plus de ça, les nouvelles technologies sont de manière skéumotique, comme il a dit plus tôt. Genre, on prend leur design, le design dont les gens ont été habitués, pour le foutre dans pour les appliquer à de nouvelles technologies, et qui, du coup, va nous donner une certaine familiarité avec ce truc et nous faciliter son appropriation, finalement. Et donc, typiquement, là, et, pour te résumer, m'a croqué. Genre sur Excel, enfin, genre quand on enregistrait avec la petite disquette là sur les logiciels de traitement de texte, etc. Ça, c'est genre squemotique, en gros. Donc voilà, encore très intéressant. Encore une vision très critique hein, de certaines doxa ambiantes, quoi, hein. Donc voilà, ça fait combien de temps que je stream? 37 minutes. Ouais, c'était assez vite. J'avais pas énormément de choses à dire aussi, j'ai plutôt appris. Et j'ai appris un nouveau mot. Parfait. Ok, bon, maintenant on passe à quoi? Il y avait ça. Euh, Démonopoliser l'Internet par oh putain, ça c'est chaud à dire. Interopérabilité. Ouais, donc en gros, casser les monopoles des GAFAM. Ouais, théorie acteur réseau, ça on oublie. Et c'était quoi ça? On peut imaginer des machines conçues pour ouvrir les problèmes plutôt que les résoudre. Hmm. Ouais. Ouais, bon, démonopoliser l'internet, ça me parle plus. Allez, laisse pas le choix. Le mec sait pas parler, quoi. Je t'en prie, essaye de le dire. Je t'écoute. MDR. PTDR, quitté. Un petit coup de flotte, parce que je m'assèche. Tu peux entendre au son de ma voix et au fait que je renifle de temps à autre que c'était vraiment pas une bonne idée d'aller dans l'eau froide ce week-end. Vraiment pas. Espèce de mytho, va, tu sais rien dire du tout. On, on verra ça jeudi si t'arrives à le dire. Ok, réessai. Donc, allez, c'est parti. Article de Hubert Guillot. Donc, démonopoliser l'Internet par l'interopérabilité. Allez, j'ai pas trop bafouillé. Et si nous réparions l'Internet plutôt que les géants de la tech? Explique le toujours pertinent Cory Doctorow dans un édito pour la revue Communication de l'ACM. Plutôt que de chercher à réparer Facebook en le forçant à lutter contre Moi je voulais l'autre article. Tu fais ça pour me faire chier. Bon ok. Ok, on va faire comme tu veux. Après tout, c'est toi qui regardes. Oui, j'imagine que ça fait un peu aride. Allez.
t'as vu comme j'écoute mon chat. En même temps, si je fais le connard direct, il y aura personne à vouloir venir, hein. Allez. Alors, article de qui? De Mathilde Simon, qui date d'aujourd'hui, 12 octobre 2021. Bah oui, comme je disais au tout début, t'étais pas, mais en gros, pendant les cours, en scrollant sur mon Twitter, que j'ai vu passer ça et je me suis dit que ça avait l'air plutôt intéressant. Et finalement, c'est vrai que c'est plus pertinent de parler de ça parce on reste finalement dans le thème de la technique, enfin du rapport de la technique, enfin de la société à la technique. Ok, let's go. On peut imaginer des machines conçues pour ouvrir les problèmes plutôt que les résoudre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À l'occasion de son récent passage à Paris, nous avons échangé avec l'historien David Bates pour qui la manière dont nous concevons nos machines nous empêche structurellement de penser le futur. Ah, ça c'est marrant quand même. Une sorte de paradoxe, genre toujours plus de technologie pour toujours aller plus loin dans le futur. Enfin, genre avec tout le discours, genre ouais, les technologies du futur, et qu'apparemment ces technologies-là nous empêchent structurellement de penser le futur. Alors qu'est-ce qu'il entend par là? C'est dans un amphithéâtre frigorifique de l'école polytechnique à Paris, à l'occasion d'un colloque sur les limites de l'intelligence artificielle, que nous avons rencontré David Bates, historien de la pensée enseignant à l'université de Berkeley, en Californie. Ah, une pointure donc. Dans son livre à paraître, An Artificial, An Artificial History of Natural Intelligence, il s'intéresse en particulier à la relation qu'entretient l'humain avec la technologie à travers l'histoire pour mieux penser la place accordée au numérique dans notre société. Je vais t'envoyer des mouchoirs par la poste. Non, non, j'ai ce qu'il faut, t'inquiète. Je suis riche de mouchoirs. Je montre. J'ai ma boîte de mouchoirs. Ou alors c'est peut-être une manière détournée de me dire de me moucher. C'est toi qui l'auras voulu, hein. Hop. Alors, et voilà, tu m'as fait perdre le fil. Il s'intéresse en particulier à la relation qu'entretient l'humain avec la technologie à travers l'histoire pour mieux penser la place accordée au numérique dans notre société. Pour ce proche du philosophe Bernard Stiegler, la manière dont nous concevons nos machines nous empêche structurellement de penser le futur. Alors, on va aller voir qui c'est, mais je crois que ce monsieur est mort il y a pas longtemps. Genre 2-3 ans au max. Ouvrir dans un nouvel onglet. Personne qui ont enterré l'emploi pour libérer le travail. Ok. Bon, il a cette tête-là, mais oui, je crois qu'il est mort. On va aller voir sur Wikipédia. Et je crois qu'il y a une interview de lui sur Thinkerview. Ouais, voilà lui. Il a pas de Wikipédia, ce monsieur. Ça serait étonnant. Voilà, 5 août 2020. Ah ouais, ça fait un peu plus d'un an. Bon bah, RIP. Mais en tout cas, si vous voulez vous taper une interview de 3 heures de Bernard Stiegler sur Thinkerview, c'est possible. Ok. Tac. Donc, c'est une interview. Ouzbek Erika. Vos travaux portent sur la possibilité de créer de nouvelles normes grâce aux machines. Dans un premier temps, pouvez-vous revenir en quelques mots sur la façon dont les normes régissent la vie humaine? Est-ce que je prends une autre voix? Il existe 3 domaines normatifs. Ouais, non, je vais pas réussir à tenir tout le temps. Il existe 3 domaines normatifs à travers lesquels on peut regarder les humains. Le premier, c'est le domaine biologique, qui fait de nous des animaux avec des aptitudes cérébrales et physiques limitées. Ce qui nous différencie des autres animaux, c'est que nous avons conscience que nous héritons de certaines de nos habitudes et que nous les transmettons. Nous vivons au sein de systèmes culturels et historiques. Et puis, il y a le domaine technologique. Il semble souvent moins important que les deux précédents, mais l'humain est aussi défini par sa capacité à utiliser des outils et surtout à penser et à vivre à travers les systèmes techniques qu'il crée. Donc, il n'y a pas de normes qui définissent l'humain. En fait, celui-ci est constitué par 3 sphères qui chacune a ses propres normes. Non. Non quoi. Désolé, je me souviens plus de ce que j'ai dit. En fait, celui-ci est constitué... Ah oui, pour 3 heures d'interview sur Thinkerview. Ah écoute, il y a forcément des nouveaux rosés dans mon genre qui adorent regarder ça.
Nanana. Donc, il n'y a pas de normes qui définissent l'humain. En fait, celui-ci est constitué par trois sphères qui chacune a ses propres normes. On entend souvent qu'il faudrait laisser tomber nos téléphones pour être plus sociable. Mais il n'y a pas de retour possible à un humain originel sans machine. La technologie fait partie de l'humain sans pour autant le définir totalement. Effectivement, sur ton téléphone, enfin, il y a qu'à regarder dans les usages, hein, ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est sur ton téléphone que t'es pas sociable. Genre, quand tu parles sur Messenger, quand tu passes un coup de téléphone ou quoi, enfin, tu parles à des gens, quoi, finalement. Tu parles à des gens. Et même, oui, effectivement, la technologie, elle est là depuis enfin, la technique elle est là depuis longtemps, quoi. Genre, depuis que, genre, on utilise un caillou pour polir des machins, ou je sais pas, une lance pour tuer le mammouth, bah, c'est une technique, quoi. Donc, finalement, c'est vrai qu'on peut pas penser l'humain, enfin, de ce que je comprends, on peut pas penser l'humain sans le côté technique. Donc, on est régi par trois sphères. Du coup, sphère biologique, donc, genre les limites de notre corps, sphère politique. Donc, la sphère politique, c'est genre, bah, on évolue dans une société qui est culturellement construite, etc. Et sphère technique, parce que forcément, même si on ne veut pas tomber dans le déterminisme technique, effectivement, je pense que la technique nous influence, quoi, influence nos usages, enfin nos comportements, ce genre de choses. Même si on a toujours, même si on peut toujours ne pas être complètement, genre, je sais pas, aliéné à celle-ci, euh, elle influence quand même la société. Ok. Maintenant que ça c'est dit. Pour parvenir à penser la norme, vous dites qu'il nous faut déjà penser la crise. Dans quelle mesure le futur émerge-t-il de ces moments de tension? David Bates. Je comprends pas le rapport avec la question précédente, mais enfin bon. C'est le cas dans les domaines biologiques et socioculturels. L'évolution s'appuie sur le changement, mais surtout elle exige la rupture. Il n'existerait pas de nouvelles espèces vivantes sans rupture. Et si on regarde la dynamique de l'histoire, on voit depuis le paléolithique des systèmes normatifs qui fonctionnent très bien jusqu'à ce qu'ils commencent à changer lentement. Ouais, mais si ça change lentement, il n'y a pas de rupture nette et précise. Hmm. Et si les choses ne parviennent pas à s'adapter à ce rythme, alors advient un changement. Ah, ok, d'accord. Et si les choses ne parviennent pas à s'adapter à ce rythme, alors advient un changement radical. Radical, point. Par exemple, à l'époque de la Révolution française, toutes les normes associées à la monarchie étaient établies par les structures sociales, politiques et économiques. Quand ça s'est effondré en interne, parce que le système n'arrivait pas à s'adapter à ce qui était considéré comme moderne à l'époque, les normes se sont dissoutes et l'État avec, et cela en l'espace d'une nuit. Ouah, je pense que s'il y a un historien de la Révolution qui se ramène, je pense qu'il nuancerait le propos en disant que il nuancerait le propos en disant que ça doit dater de bien avant, hein. Genre, je pense pas qu'un système s'éteigne en une nuit, quoi. Genre, c'est un peu collapsologue. Enfin, moi perso, je pense pas qu'un système s'effondre en très, très très peu de temps. Enfin, en tout cas, l'espace d'une nuit, quoi. Je pense que je suis pas historien de la Révolution non plus. Et ben, tant pis, on s'en passera. Mais rien n'empêche de donner ton avis après tout. Bah bon, c'est sûr que toi, c'est un peu plus galère. Si tu sers à avoir de l'interactivité, tu vois, ça rend mon stream bien plus vivant. Donc, reste là, hein, il y en a encore. Waouh! Reste là, je t'interdis de partir. Ok. Il y a toujours un moment lors d'une crise. Ah oui, ça c'est genre ce qu'il a déjà dit. En France, vous convoquez la notion d'état d'urgence dans les moments de crise. En anglais, urgence se dit emergency, qui vient du mot émergence. Les temps de menace font émerger des choses qui peuvent mener à une nouvelle manière de vivre. Et ce qui permet à nos sphères culturelles, politiques et biologiques de survivre à travers le temps, c'est la capacité à prendre des décisions pour se réorganiser complètement afin de survivre. Mais cela doit passer par la décision. Il y a toujours un moment, lors d'une crise, où il faut décider s'il faut sauver quelque chose qui est mis à mal ou s'il vaut mieux l'abandonner. Mais quand est-ce qu'on décide que des normes ne sont plus capables de maintenir la sécurité et la normalité? Et surtout, comment créer de nouvelles normes lorsqu'on a perdu les anciennes? Ouais, donc j'imagine. Je vois pas trop le lien. Ah, bah un portrait de David Bates. Ouais, donc là je pense qu'il faut faire le rapport en fait avec genre le numérique est un moment, enfin l'informatisation et genre l'arrivée du numérique est un moment de rupture où il faut se réinventer, etc. Bon, ouais, j'ai envie d'éternuer, ça ne vient pas. Le vieux débat sur la capacité ou non des intelligences artificielles à faire preuve de créativité. Attendez.
Je comprends pas ce que je lis. Le vieux débat sur la capacité ou non des intelligences artificielles à faire preuve de créativité, ah oui, est régulièrement relancé. Pensez-vous qu'un jour... Wow, super ce stream. Je le rallonge de manière artificielle en fait. Il va y avoir au moins 10 minutes de moi qui souffle dans mon mouchoir. Pensez-vous qu'un jour, des IA seront capables de rompre avec les normes que nous leur avons fixées dans leur programme informatique et parviendront à créer elles-mêmes de nouvelles normes? Ah ouais, genre, est-ce qu'elles vont devenir intelligentes? Est-ce qu'elles vont gagner une sorte de conscience? Aujourd'hui, les ordinateurs peuvent comprendre et s'adapter de manière très sophistiquée. Mais il arrive quand même à un moment où tous les outils dont une machine dispose sont incapables de gérer une nouvelle situation. Ouais, je vais pas replonger dans le lac en octobre, c'était vraiment très mauvaise idée, je le saurai pour la prochaine fois. Aujourd'hui, les ordinateurs peuvent comprendre et s'adapter de manière très sophistiquée. Mais il arrive quand même un moment où tous les outils dont une machine dispose sont incapables de gérer une nouvelle situation. Dans le monde de l'IA, on part du principe que le machine learning sera toujours capable de s'adapter aux nouvelles données qui lui seront apportées, qu'il adaptera simplement sa capacité à prédire le futur. Cela équivaut à dire qu'on ne croit pas à la notion de crise. Pourtant, les crises sont essentielles dans tous les domaines, alors ce serait intéressant de se pencher sur la question. Bah, c'est vrai que finalement, un ordinateur, quoi, pour prédire des trucs, ou voilà, enfin, c'est jamais rien d'autre qu'un algorithme qu'on fout dedans. Et finalement, genre, c'est très binaire, hein, le numérique, c'est genre, c'est des zéros et des 1. Enfin, soit ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'entre-deux, genre, ça fonctionne à moitié. Et du coup, bah, s'il y a, je sais pas, un critère ou un événement extérieur qui vient perturber l'algorithme, et ben, il va être incapable de répondre, quoi. Donc on peut coder 1000, je sais pas moi, on peut coder 1000, oh zut, 1000 cas quoi, enfin envisager 1000, ah zut, ah Clément il perd ses mots, bordel de chiottes. Bon du coup je vais faire silence jusqu'à ce que je le retrouve. 1000, alors, on peut appréhender 1000 situations, on peut coder 1000 situations, genre dans lesquelles l'ordinateur va prendre ses données et puis là, machin, enfin bon, bref. Mais il suffit juste qu'il y a un cas, genre 1000, genre 1001 cas possibles, et ben si on tombe sur le cas qui n'a pas été prédit, bah l'algorithme il s'adapte pas. Donc voilà. Si on transpose cette idée de la crise comme opportunité de changement au domaine technologique, cela semble signifier que plus on tente de rendre nos machines infaillibles, moins elles ont de chances de devenir réellement intelligentes. Alors, si on transpose cette idée de la crise comme opportunité de changement au domaine technologique, cela semble signifier que plus on tente de rendre nos machines infaillibles, moins elles ont de chances de devenir intelligentes. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, David Bayes va nous éclairer. Exactement. Plus le système le semble bien portant, plus on s'éloigne de leur capacité à prendre avantage de l'erreur et à l'utiliser en interne comme un chemin vers quelque chose de radicalement nouveau. Mais est-ce vraiment utile de penser à des outils numériques ayant un instinct de survie? Le problème, c'est que le modèle selon lequel le cerveau est un ordinateur, et l'ordinateur devrait imiter le cerveau, est si puissant que nous croyons toujours que le but d'une IA est d'être intelligente comme un humain. Du coup, nous sommes bloqués sur l'idée que si les ordinateurs deviennent trop intelligents, nous devons trouver un moyen de contrôler la machine. Mais ça n'a pas de sens de chercher à avoir une machine qui imite l'humain, puisqu'il n'y a pas d'humain en soi. L'humain est défini par sa relation aux trois domaines indépendants que je décrivais tout à l'heure, donc biologique, politique et technologique. Puisqu'il n'y a pas d'humain en soi, l'humain est défini par sa relation aux trois domaines indépendants que je décrivais tout à l'heure. Comment est-ce qu'une machine pourrait l'imiter alors que lui-même a besoin de machine pour être ce qu'il est? Ouais, du coup la machine a besoin de l'humain pour exister. Un peu plus ou moins nébuleux. Donc plutôt qu'être bénéfique aux machines, la survenue d'une crise au sein des machines pourrait s'avérer utile aux humains. Si nous essayons d'améliorer constamment nos machines, elles imposent aux humains des normes sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. De la même manière que nous ne contrôlons pas vraiment la manière dont les normes culturelles, politiques et sociales modèlent nos comportements de manière très fine. Waouh, là je commence à être largué. Donc plutôt qu'être bénéfique aux machines, la survenue d'une crise au sein des machines pourrait s'avérer utile aux humains. Si nous essayons d'améliorer constamment nos machines, elles imposent aux humains des normes. Elles imposent aux humains des normes sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. De la même manière que nous ne contrôlons pas vraiment la manière dont les. Ouais, genre en mode. Comme la technique nous définit et qu'elles sont porteuses. Que la technique est porteuse de normes, finalement, c'est
comme si on contrôlait pas. Mais finalement, l'être humain, enfin, il crée la technique, donc finalement, il garde toujours une sorte de contrôle là-dessus, non? Mm. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il suffirait d'un institut d'éthique en intelligence artificielle pour contraindre les GAFAM à s'assurer que nos enfants n'aient pas d'iPhone trop tôt. Mais ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est que nos cerveaux sont en train d'être transformés par les technologies, comme ça a toujours été le cas. Depuis les débuts de l'écriture, nous transmettons nos idées via des livres qui sont des mémoires artificielles. Mais il ne s'agit plus seulement de lire un livre. Nos esprits se fondent au passage dans les infrastructures numériques sans pouvoir s'en échapper. Donc quand on se demande quelle décision prendre, nos esprits sont en quelque sorte incapacités, précisément parce que les technologies numériques reposent sur la normativité, qui est supposément le meilleur pour nous. Nos cerveaux sont incorporés dans un système qui ne permet pas l'échec, la rupture et donc l'ouverture à un autre système. Ah ouais, genre en mode comme maintenant, genre la mémoire de l'humanité, bon, il y a encore plein de livres, hein, mais en gros, si on utilise l'ordinateur comme support mémoriel, comme on l'utilise par support, et ben finalement, et comme il est incapable de prévoir, et comme ces machines sont incapables de prévoir des crises, genre, elles sont normées, on est incapable, du coup, de sortir de cette norme que nous impose la machine, les ordinateurs. Nous aurions besoin de technologies numériques qui encouragent l'interruption, la nouveauté, la singularité et nous poussent à reprendre en main notre pouvoir de décision. Nos infrastructures sont tellement dominées par les logiques capitalistes de profit et d'homogénéité que ces notions semblent aller à l'encontre de l'essence du numérique, mais il me semble possible d'imaginer des machines conçues pour ouvrir les problèmes plutôt que de les résoudre en permanence. En attendant, nous avons l'automatisation, moins de transparence et une volonté de contrôler le futur, ce qui équivaut à détruire le futur en n'en faisant qu'une extension de ce que nous sommes déjà. Clair comme de l'eau de roche. On arrive à la fin. Les machines peuvent-elles intégrer la notion de futur à leur système? La plupart des modèles d'IA sont basés sur la prédiction. Or, la prédiction, ce n'est pas l'anticipation ou l'imagination dont les humains se servent pour penser le futur. Pour nous, le futur doit être ouvert, capable de se traduire par des choses imprévisibles. Il ne faut pas penser au futur comme quelque chose de bien ou de mal, mais comme quelque chose à imaginer collectivement. Les futurs possibles doivent être à l'origine de décisions, et il nous faut créer des outils pour aider à cela. Or, aujourd'hui, ce qui est reproché aux technologies numériques, qu'elles tendent souvent à réintroduire. Attends, oui, ce qui est reproché aux technologies numériques, c'est qu'elles tendent souvent à réintroduire ce qui est normal en temps de crise. On peut commander sur Amazon, se faire livrer de la nourriture, jusqu'à se retrouver à tous vivre de la même manière. Ces technologies numériques nous empêchent de rester ouverts à d'autres futurs. Ouais, donc en gros, l'utilisation des ordinateurs, etc., de manière mondiale, finalement, ça homogénéise toutes nos manières de penser et tous nos comportements. Ce qui fait que ça laisse peu de place à, je sais pas, ou pas de côté, quoi, qui va faire qu'on va voir je sais pas, le futur, par exemple, comme ils disent dans l'article, d'une manière différente. Mais bon, je pense quand même, là j'ai quand même l'impression que c'est une vision où l'être humain est quand même assez peu libre face à la machine, quoi. Alors que finalement, il y a plein d'articles, enfin, il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus, et qui montrent que finalement, quand une technique est, même si une technique influence une société, il y a toujours des moyens de se la réapproprier, genre d'avoir différents usages. Par exemple, avec l'exemple là, qui est toujours donné, c'est celui du Minitel en France, où on avait donné ça on avait apporté le Minitel comme une manière de, enfin, c'était fait pour consulter des informations, enfin pour avoir accès à des services administratifs depuis chez soi, etc. Et un des premiers trucs qui ont été utilisés, et que c'était pas prévu à la base, c'était finalement de communiquer en fait avec d'autres personnes, donc avec toutes les messageries roses, enfin voilà, elle a été réappropriée. Donc je dirais peut-être une petite limite de sa pensée, mais très intéressant en tout cas, tout ce côté où finalement l'être humain, il a trois sphères qui le normalisent, qui transfèrent des normes, c'est-à-dire la biologie, enfin la sphère biologique, la sphère politique et la sphère technique. Donc voilà, ça fait quoi? Ça fait 1 heure seulement. Bon, allez, on va s'arrêter là. Euh, on va s'arrêter là. Oui, voilà, il communiquait. Il y a peut-être un jeu de mots à faire, commune, Ikea, enfin bon, bref. Donc, voilà. Bon, bah, voilà. Et finalement, on a eu 2 articles en lien l'un avec l'autre. J'espère que tu auras appris des choses, m'a croqué. Moi, j'ai appris 2 trucs là, genre
Ah merde, j'ai déjà oublié le mot. On va aller le chercher. Zut, zut, zut. Vite, vite, vite. Faut pas que les gens partent. Ah. Mince. Skew et Nick là. D'harmonie sociale, contre le progrès. Il se trouver des technologies vraiment éteintes. Voilà, skeuomorphique. Voilà la notion de skeuomorphique. Et les trois sphères qui déterminent finalement l'être humain. Ok, bon. Eh bien, fin de ce live. Merci de m'avoir rejoint. Ça fait très plaisir. Ça faisait longtemps que je me parlais à moi-même. Et finalement, c'est vrai que c'est quand même vachement plus marrant d'avoir quelqu'un avec qui interagir. Donc, bon, je vais peut-être finir par essayer de rameuter du monde. Donc voilà. Merci de ton attention. C'est quoi ton mot de fin? Bah, finalement, faudrait que je prépare ça. J'ai pas de mot de fin. Genre, bibabiboum. Au revoir. Non. Déjà, faut remercier. Merci pour votre attention. J'espère que tu auras appris des choses. J'espère que ma voix aura été correcte. Euh, que dire d'autre? Bah, je vais aller retourner à mon travail parce qu'il y a du boulot à faire. Finalement, ça c'était un peu le fun. Euh, donc j'essaierai de Ah ouais, mais jeudi après, je dois bosser et en plus après je dois partir sur Chambéry. Donc finalement, je sais pas si je streamerai jeudi. Je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps. Mais il y a un truc que j'avais bien envie de faire, c'était genre l'histoire de la Silicon Valley. Genre j'avais lu toute une partie d'un livre là-dessus de Eric Sadin, où finalement c'est très intéressant, où il montre les différentes phases de la Silicon Valley. Ou alors aussi l'histoire d'Internet. Donc genre un chapitre de Philippe de Grosbois, qui a écrit le livre Les batailles d'Internet. Il a toute une partie justement sur l'histoire du réseau des réseaux. Oh putain, j'ai roté. Euh, donc voilà, c'est l'histoire du réseau des réseaux que je trouvais aussi très intéressant. Après, je pense que ça sera un live plutôt long parce qu'il y a au moins, genre, je sais pas, entre 20 et 30 pages. Enfin, il y a quand même pas mal de pages, donc on verra. Mais ça, j'avais bien envie de le faire. Ouais, je suis dégueulasse, ouais. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, hein. Mais j'ai l'impression quand je parle, tu sais, genre, c'est comme si ça me faisait de l'aérophagie, genre, je sais pas, genre, j'avale plein d'air, c'est chelou. Du coup, vaut mieux que je me taise finalement, non? Non. Bon, allez, cessons de palabrer pour ne rien dire. Merci d'avoir été là, Maëlys. Oui, je peux diviser en différents chapitres, mais vu le nombre de lives que j'arrive à faire par semaine, enfin, ça va durer, ça va durer des années, ce truc-là. Donc, bon, peut-être que j'aurai un peu plus de temps, je vais me prendre 4 heures, enfin, je sais pas, 3 4 heures pour lire le truc et je vais me faire un marathon. Et ça sera très intéressant. En plus, apparemment, sur YouTube, ça marche très bien, tout ce qui est histoire et tout ça. Donc, bon. Eh oui, le pognon, on pense à ça. Bon, allez, je vais couper le stream. Ah, faudrait que j'ai un écran de fin aussi. Parce que je me suis fait un écran de pause. Tiens, regarde. Mais bon, bref. Prépare ta bouteille d'eau. Hey, elle est là. Le café aussi, je pense. Le café. Allez, on va se dire au revoir après lecture de ces deux articles que j'espère qui ont été intéressants. Et puis on se revoit une prochaine fois. Allez, bisous et merci encore à toi, cher abonné, de m'avoir permis d'interagir un peu là, ça fait du bien. J'ai pas l'impression d'être tout seul dans ma chambre. Allez, bisous.